1962-2012, PSA Mulhouse fête ses 50 ans. Aujourd'hui, le site compte plus de 10 000 salariés et s'étend sur 320 hectares dont 95 bâtis. Rien à voir avec ses débuts qui commencent dès 1960. C'est dans le secret que Peugeot s'établit sous le nom d'Indénor pour Industrie de l'Est et du Nord afin de désengorger le site de Sochaux. Peugeot défriche à l'époque 316 hectares de la forêt de la Harte en accord avec la mairie de Mulhouse et embauche 400 personnes. Mécanique ouvre ses portes en 1962 et l'année suivante, la forge, l'une des plus grandes du groupe PSA en Europe, ainsi que la fonderie et l'outillage complètent le dispositif. Les usines du pôle métallurgique de Mulhouse sont nées. L'aventure ne s'arrête pas là. En 1971, Mulhouse devient une usine terminale. Cela veut dire que le site est désormais capable d'assembler une voiture au complet. Si la première voiture produite est la 304, c'est la 104 qui va marquer le site. Elle est la première voiture 100% mulhousienne. Ce n'est pas moins de 1,2 million de véhicules qui seront produits. Mais la réalité économique rattrape rapidement le site de Mulhouse. Suite au rachat difficile de Chrysler Europe, le groupe est exsangue au début des années 80, au point que les employés du site sont envoyés couper du bois pour s'occuper. Il faut trouver de nouveaux investisseurs et moderniser le site d'urgence. C'est le kit ou double du projet M24 qui cache la 205. Les banquiers investissent 625 millions de francs dans la tôlerie qui deviendra le ferrage. La nouveauté ? La pince est remplacée par le robot et la 205 devient le premier modèle dont la caisse en blanc est assemblée par un processus automatisé. Le succès est retentissant, Peugeot dégage une image jeune et branchée. Et en prime, la brillante carrière sportive de la 205 Turbo 16 permettra au groupe PSA de retourner sous les feux de la rampe. Si la 206, sortie en 1998, constitue la voiture la plus vendue de la marque, obligeant à l'époque Mulhouse à produire 9000 véhicules par semaine, la compétition reste le nerf de la guerre. Pour rester dans la course, le site se doit d'innover. Des expérimentations comme la 205 électrique ont vu le jour par le passé. Aujourd'hui, la fonderie de Mulhouse s'est modernisée et fabrique le tout nouveau moteur EB à 3 cylindres, permettant d'économiser 25% d'essence par rapport à un moteur 4 cylindres de puissance équivalente et qui va équiper la toute nouvelle 208. Ce véhicule, d'ailleurs, rejoindra les lignes de production de Mulhouse dès septembre 2012. Ce parcours, on le doit avant tout à ces femmes et ces hommes qui ont à cœur de défendre un savoir-faire industriel. Ce reportage se propose de remonter tout le processus de production pour découvrir comment une voiture se fabrique de Mulhouse de A à Z, de la forge à la qualité, en passant par l'emboutissage, la peinture ou encore le ferrage. Donc bienvenue dans l'unique forge du groupe PSA Peugeot Citroën. Cette forge existe depuis 1963. Forge dans laquelle nous avons démarré avec des 700 tonnes, des 1400 tonnes et des 1600 tonnes qui nous ont permis de produire des bielles, des moyeux et des couronnes essentiellement. Donc aujourd'hui cette forge permet de produire en moyenne 50% du volume nécessaire par le groupe. On y entre, comme vous pouvez le voir, à peu près 450 tonnes d'acier sous forme de barre tous les jours. Et donc nous produisons un certain nombre de pièces pour monter nos moteurs, comme des bielles et des vilebrequins. Nous produisons également un certain nombre de pièces pour nos boîtes de vitesse, comme des couronnes, des pignons, des moyeux, et également un certain nombre de pièces qui constituent les liaisons au sol, comme les fusées et les entraîneurs. Alors cette forge est composée d'environ 22 presses dans 3 bâtiments différents qui représentent au total 43 000 m². La forge du groupe fabrique en moyenne 45 millions de pièces par an. En quoi consiste ce processus de forge? Donc au départ, nous réceptionnons des barres d'acier, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ces barres d'acier sont soit sciées, soit cisaillées sur des machines dédiées. Donc on fabrique des lopins qui pèsent entre 1 et 25 kg. Ces lopins
sont chauffées à 1200 degrés sur à peu près 2 à 3 mètres sur des chauffeuses dédiées. Et donc ces lopins ensuite sont estampés sur des presses. On retrouve des pièces, on est capable d'estamper des pièces de quelques kilos à 25 kilos pour les vilebrequins. On retrouve dans cette forge aussi bien des machines complètement automatisées et également des machines comme des machines manuelles où en fait l'ensemble du déplacement de la pièce est fait encore à la main, comme il y a des centaines d'années où on prenait les pièces avec des pinces et on les déplaçait sous les pilons. Donc on retrouve dans la forge du groupe encore ces deux technologies qui cohabitent et qui fonctionnent encore. Ces pièces, ensuite, une fois qu'elles sont forgées, elles sont grenaillées pour enlever la calamine qui se trouve autour de ces pièces. Elles passent dans des fours pour recevoir un traitement qui permet de libérer les tensions internes de la pièce. Et ces pièces ensuite sont contrôlées visuellement pour vérifier si elles ont ou pas des défauts. Et évidemment, toutes les pièces à défaut sont écartées. Et ensuite, elles sont stockées avant livraison chez le client. La fonderie de Mulhouse a été créée en 1963 et depuis 1969 nous utilisons le processus de fonderie sous pression et nous fabriquons depuis 1993 des carters cylindres pour fabriquer des moteurs pour le groupe PSA, mais aussi des moteurs qui seront vendus chez d'autres constructeurs automobiles. On pourra retrouver d'ailleurs des moteurs faits chez nous qui peuvent être montés chez Ford ou sur des Mini. Alors la fonderie sous pression, c'est un processus très automatisé, une fonderie d'aluminium, et nous coulons des carters cylindres, des carters 4 cylindres, avec une spécificité puisque nous insérons des chemises à la coulée qui ne sont pas rapportées à l'usinage. Alors 3 métiers en fonderie sous pression à Mulhouse. La partie préparation du métal, c'est la fusion, où nous avons 60% de l'aluminium qui nous est livré directement en liquide par des fournisseurs, et les 40% restants nous les fondons sur place. Ensuite la partie moulage, où nous fabriquons les carters cylindres. Alors nous voyons derrière nous deux machines à mouler qui servent à couler ces carters cylindres. Puis la partie parachèvement, où nous allons préparer la pièce pour l'usinage. Et en particulier, nous la préparons pour pouvoir assurer un certain nombre de contrôles, un contrôle aspect 100%, mais aussi un contrôle étanchéité pour pouvoir garantir les fonctions principales du moteur. La fonderie en quelques chiffres, donc la fonderie de Mulhouse, c'est 170 tonnes d'aluminium consommées tous les jours pour produire 120 tonnes de pièces au moulage. Ça représente à peu près 8000 pièces par jour avec 15 machines à mouler. Nous produisons la moitié des carters cylindres pour la fabrication des moteurs du groupe, enfin sur les moteurs que nous produisons. Et la fonderie, c'est 360 personnes en 3 ateliers. Alors l'aluminium, bien évidemment, le gros avantage, c'est le poids, puisque ça permet d'avoir des moteurs de masse tout à fait intéressantes. L'inconvénient, c'est qu'à partir d'une certaine puissance pour les moteurs diesel, la résistance mécanique n'est plus suffisante et donc il faut passer sur des carters fonte. Donc récemment, nous avons démarré la production d'un moteur essence 3 cylindres dont le but est des gains de masse mais aussi des gains de consommation, et qui est un fort enjeu pour le groupe, puisque le but avec ce moteur essence, c'est de réduire les les émissions de CO2 et par là même l'impact environnemental des véhicules.
Mécanique a été, disons, déboisée au milieu de la forêt de la Harte en 1962. Cette usine qui a commencé par faire des boîtes de vitesse est une usine, disons, voulue par Jean Mougin et donc le groupe PSA, enfin à l'époque il s'appelait Peugeot et qui donc également s'appelait Indénor, puisque la première usine de Mulhouse s'appelait Indénor. Et donc on a commencé à faire des boîtes de vitesse sur le site de Mulhouse. C'était le premier atelier du centre. Donc effectivement, toutes les dizaines avec un 2 ont toujours marqué mécanique. Donc 62 à la naissance de Mécanica, 72 donc à l'édification de l'atelier de mécanique B, l'atelier où nous sommes, où on faisait d'autres fabrications que celle qui aujourd'hui est réalisée donc, pour le train hybride. Et donc en 72, on faisait également des berceaux, on faisait des pédaliers, on a fait des disques, on a toujours développé. Jusqu'à arriver en 82, où en 82 on a lancé un sacré numéro qui était la 205, auquel Mécanique a apporté sa contribution par les différentes pièces qu'il équipait et qui a donc fait la renommée également. Mécanique était contributive du renouveau et donc de la nouvelle perspective de PSA à l'époque pour 82. Dans son évolution, aujourd'hui en 2012, je vous présente la perspective du train hybride qui est donc une toute nouvelle technologie pour les liaisons au sol, puisque c'est notre métier de base, la liaison au sol pour un véhicule. La liaison au sol, c'est quoi? C'est les 4 roues et la direction qui articulent tout le véhicule. Donc ce train hybride équipe des véhicules qui sont faits soit à Sochaux, soit à Rennes. Donc la 3008 et la DS5 qui sont réalisées à Sochaux et la 508 qui est réalisée à Rennes. Donc c'est des véhicules sur lesquels des véhicules haut de gamme, sur lesquels est monté donc ce berceau qui fait office de train arrière également, avec muni d'un bloc moteur électrique capable donc de faire avancer le véhicule de façon autonome en électrique. L'outillage, eh bien, c'est le début d'un processus, hein, puisque en fait, ici, on fait surtout des outils qui serviront pour la forge et pour la fonderie. En forge, eh bien, comment ça se passe? Vous prenez une barre d'acier, vous le chauffez à 1280 degrés et vous le mettez entre deux matrices, ce qu'on appelle les matrices, donc les outillages qu'on fabrique ici, et vous appuyez très fort dessus, entre 1000 tonnes et 5000 tonnes. Et donc, quand vous faites ça, eh bien, vous usez l'outil. Et donc, quand vous usez l'outil, on a besoin de le refabriquer régulièrement. Et c'est pour ça qu'on est ici, dans un atelier d'outillage qui fabrique ces outils. Alors, on en fabrique l'équivalent de 13 millions d'euros d'outils par an pour la forge de PSA. Et il faut savoir qu'un outil de forge, il peut durer soit 2 heures quand il est sur des machines à très haute cadence, soit 3-4 jours. Donc au bout de 3-4 jours, eh bien, la forme est tellement érodée à cause de cet acier qui a frotté dessus que évidemment eh bien, il n'a plus la forme idéale, il faut le refaire. Donc les moules de fonderie, c'est beaucoup plus gros, vous voyez, ça, quand c'est fermé ça pèse 40 tonnes. Alors qu'est-ce que c'est un moule? Vous imaginez une boîte à chaussures que vous fermez sur les 6 faces et vous envoyez de l'aluminium dedans. Alors l'aluminium il est à 750 degrés à peu près, vous l'envoyez à 200 km/h et vous mettez une pression de 1000 bars. Donc 1000 bars c'est 500 fois ce qu'il y a dans un pneu. Donc évidemment il ne faut pas que ça fuit. Alors, comme c'est très chaud, eh ben, on ne peut pas mettre de joint, donc toutes les pièces que vous voyez là sont parfaitement ajustées à quelques centièmes près. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos outils ils doivent être extrêmement résistants à l'abrasion. Donc quand vous prenez un acier, n'importe lequel, eh ben, au départ il a la résistance de l'acier d'un clou par exemple. Donc un clou vous pouvez le tordre. Mais selon les traitements thermiques qu'on va faire dessus, eh ben, il va devenir plus ou moins résistant. Et selon surtout les éléments d'alliage, c'est-à-dire le carbone, le nickel, le chrome, tout ce qu'on va mettre dans cet acier,
eh ben, il va devenir résistant ou pas. Mais pas n'importe comment, il va être résistant selon les cycles thermiques qu'il va vivre. Alors, quand on dit four d'austinitisation, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on prend un outil, on va le chauffer à, alors je ne sais plus exactement maintenant, je crois à peu près 1000 degrés. Et puis donc, quand il est à 1000 degrés, eh bien, la structure moléculaire de l'acier n'est plus la même qu'avant qu'il soit à cette température. Il change à peu près à 800-900 degrés. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le refroidit rapidement. Alors, si on le refroidit trop vite, eh ben, il risque de se fendre, d'exploser. Et si on le refroidit trop lentement, il risque de retrouver la structure initiale. Donc on le refroidit rapidement et comme ça il garde la structure qu'il avait quand il était à 1000 degrés. Et il devient extrêmement dur, mais encore cassant. Alors après ce qu'on fait, c'est qu'on fait des revenus. C'est-à-dire qu'on le réchauffe un petit peu, à 500, à 600 degrés, pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et comme ça on le ramollit un petit peu, mais il reste quand même assez dur. Alors après vous avez un acier homogène qui est dur. Mais si vous voulez encore le durcir, vous pouvez durcir sa surface. À ce moment-là, on le met dans un four de nitruration et là vous envoyez de l'ammoniac. Donc l'ammoniac c'est un gaz qui contient de l'azote, NH3. Et donc c'est pareil, on monte en température et cet ammoniac va finalement pénétrer dans la surface, mais pas beaucoup, hein, quelques dizaines, mais ça suffit. Ça va rendre la surface extrêmement dure et à ce moment-là, ça résistera beaucoup mieux à l'abrasion. Donc ici vous avez donc 300 personnes qui travaillent dans cet atelier et les gens sont tous des professionnels. Ça veut dire qu'ils ont tous appris un métier assez haut niveau. Hein, certains sont tourneurs, d'autres fraiseurs, d'autres rectifieurs, d'autres ajusteurs et ils apprennent sur des machines à commande numérique, sur des machines très modernes. Ils ont une responsabilité très importante parce que c'est eux qui font la précision de la pièce. Et ce n'est pas du tout des gens qui simplement ont appliqué une gamme, appuyé sur quelques boutons, vérifié que ça marche. Ils ont aussi la responsabilité du contrôle de leur pièce. Et vous voyez bien quand je vous parlais de moules qui doivent être précis à quelques centièmes, eh bien toute cette précision est obtenue par les gens sur les machines. Alors on les appelle un peu les gens qui ont les doigts en or, parce que ce n'est pas seulement à l'école qu'on apprend ça, c'est aussi parce qu'on a dû doigter. C'est un peu comme les ébénistes. Ce sont des gens qui sont un peu des artistes parce qu'ils ont une qualité comme ça, une capacité à être très précis.